Bonjour. Dans les précédents épisodes, je vous expliquais que le DEI n'est pas un logiciel métier. En réalité, le DEI est conçu pour planifier, pour tracer, pour archiver et pour justifier l'action institutionnelle, donc des établissements et services médico-sociaux. Il fait très bien, il joue très bien ce rôle. D'ailleurs, c'est pour cette fonction et pour ce rôle qu'il a été créé. Et le cahier des charges qui pousse les DEI, surtout les DEI certifiés Ségur, euh, obéissent parfaitement à ce cahier des charges. Donc, il n'y a rien à reprocher en fait au DEI. Par contre, en fait, pour l'instant, le métier, il vit essentiellement dans la parole, dans la mémoire, dans la tête donc, et dans les mains des soignants et des accompagnants. Et il est échangé souvent en réunion pluridisciplinaire, donc à nouveau la parole va circuler. Et dans le meilleur des cas, parfois, il est juste, cette parole, elle est notée pour ne pas être oubliée, cette mémoire, elle est notée sur des cahiers papier, puisque le DEI ne permet pas de capter toute cette information opérationnelle. Cependant, c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que la parole et la mémoire, ça s'évapore, ça ne laisse pas de traces. Et si ça ne laisse pas de traces dans le temps, même si ça permet de fournir le service aux usagers, le problème, c'est que sans mémoire, comme je disais, avec une amnésie organisationnelle, l'organisation ne peut pas se saisir de sa pratique, ne peut pas analyser sa pratique et ne peut pas faire évoluer sa pratique. En plus de la pratique, il y a aussi l'information terrain, toute l'information terrain, comme on a vu, qui disparaît au profit uniquement d'une information clinique ou de mesures précises qui rentrent dans les cases du DEI et qui, finalement, n'est qu'une partie infime de l'ensemble de la donnée opérationnelle dont dispose l'établissement en agissant auprès des usagers dont il a la charge. Donc la question maintenant qui se pose, en fait, c'est que si le DEI n'est pas le logiciel métier, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire un logiciel métier? Si on devait inventer un système pour appuyer, aider les métiers, la mémoire, la parole, donc, ce serait quoi comme système? Quelles seraient les différentes conditions que devra avoir ce système? Quels sont les défis que devrait relever ce système? On va faire ici, dans cette vidéo, le constat, l'analyse des 5 défis, selon moi, qui permettraient d'avoir un excellent logiciel métier, c'est-à-dire un système numérique qui viendrait appuyer, aider les professionnels sur le terrain et en même temps qui doterait l'organisation d'une vraie mémoire pour résoudre ce problème d'amnésie organisationnelle. Ici, à l'ASRC, dans ce service de soins infirmiers à domicile, c'est le projet qu'on s'est fixé de résoudre. Et donc, comme je vous disais, dans cette chaîne, je vais documenter pas à pas ce projet. Mais avant ça, j'ai besoin de poser les bases conceptuelles et de réflexion qui nous qui nous ont accompagnés pour pouvoir définir, concevoir ce projet, ce système. Et c'est ce que je vais vous faire partager dans cette vidéo. Donc, revenons sur la base. Revenons donc à notre aide-soignante qui va chez Madame Martin, la personne qu'elle doit accompagner dans sa visite aujourd'hui. Une aide-soignante a plusieurs personnes qu'elle va voir dans sa tournée. On va prendre le cas de Madame Martin. Elle va rester une demi-heure avec Madame Martin, parfois, souvent d'ailleurs plus, parce qu'il faut lui donner sa toilette, il faut lui donner des fois le repas, elle va observer son état physique, elle va observer son état émotionnel, elle va observer l'environnement, elle va observer et discuter avec Madame Martin sur sa relation avec les voisins, comment ça se passe en ce moment, avec la famille. Elle va remarquer que Madame Martin, par exemple, a moins mangé, moins bien que d'habitude, par exemple. Elle va être peut-être moins bavarde que d'habitude. Et puis, elle va constater que dans son environnement, il y a peut-être un courrier qui est sur la table, qui n'a pas été ouvert, qui est en retard sur le buffet, par exemple. Mais tout ça, notre aide-soignante, elle a toutes ces informations holistiques autour de cette personne accompagnée dans sa tête au moment où elle finit sa visite. Elle a toutes ces informations. Et de toute cette quantité d'informations, il y a quasiment presque rien qui va atterrir dans le système que l'organisation lui a fourni pour pouvoir collecter cette information, à savoir le dossier usager informatisé. Alors comment, si on devait créer un système
euh, la première des choses, on constate, c'est qu'il faudrait qu'il soit capable de collecter toute cette information. Comment il pourrait faire ça? Ben, en fait, pour avoir un système qui soit capable non seulement de collecter cette information, et un système qui réponde à tous les professionnels et pas simplement à l'aide-soignante, mais également à l'infirmière, également aux médecins, également aux encadrants, aux cadres de santé, également à la direction de l'établissement. Il faudrait donc un système global qui permette à tous les acteurs de la prise en charge, à tous les acteurs institutionnels, de pouvoir en fait utiliser ce système pour pouvoir faire en sorte déjà dans un premier temps que cette information du terrain, elle puisse remonter dans l'organisation et elle puisse vivre dans le système de l'organisation et non pas uniquement dans la mémoire et dans la parole de l'organisation. Alors, quelles seraient les conditions idéales que pour avoir ce système? Donc, on va faire table rase de tout ce qu'on sait et on va partir avec un crayon et une page blanche et on va imaginer qu'on a la capacité de faire tout ce que l'on souhaite faire pour réfléchir sans se mettre de limites. Quelles sont les 5 conditions qui vont nous permettre d'inventer un tel système? Donc, pour moi, il y a 5 conditions majeures, 5 grands défis que doit relever ce système. Premièrement, la qualité de l'information. Deuxièmement, l'exhaustivité de ce qui a été collecté. Troisièmement, la capacité du système de pouvoir récupérer de l'information sans friction et sans poser une charge d'organisation, on le verra, par les personnes qui déposent l'information. Et la capacité du système à livrer de l'information, là aussi sans friction. Quatrième condition, l'accessibilité terrain. Le système doit être capable d'être accessible sur le terrain, évidemment, là où les gens travaillent, et pas derrière un bureau, dans un ordinateur. C'est la mobilité essentiellement qui est le mode de travail des soignants et des accompagnants sur le médico-social. Donc le système doit avoir une accessibilité terrain. Et cinquièmement, une distribution exacte. Donc, allons-y dans chacune de ces conditions une par une. Premièrement, la première condition, c'est que le système qui enregistre, s'il a une mémoire, ce qui est l'objectif de ce système, on a dit le système doit permettre d'avoir une mémoire organisationnelle. Mais à quoi ça sert la mémoire si les informations que l'on a sont fausses? Si nos souvenirs sont faux, si nos souvenirs sont contradictoires, s'ils sont mal interprétés, ben en fait, on va remplir effectivement le système avec une mémoire, mais avec des informations fausses. Donc la première des choses, c'est que le système qui enregistre ne doit pas enregistrer n'importe quoi. Il ne doit pas enregistrer de l'information qui est problématique. Il faut qu'il y ait un dispositif à l'intérieur du système qui soit capable de faire en sorte que l'information qui rentre dans le système soit une information de qualité. Il faut que cette information de qualité, si elle est incomplète, il faut qu'elle soit enrichie pour avoir la bonne donnée. Donc l'information doit être fiable au moment où on la stocke. Donc ça, c'est très important. Il faut que notre système vérifie cette condition absolument. Sinon, en fait, on va avoir une mémoire qui se remplit, certes, mais une mémoire mensongère. Donc c'est la première condition. Avant de parler donc de quantité d'informations à stocker, il faut imposer la qualité. La qualité, ici, c'est la fiabilité des informations qui rentrent, leur pertinence, en fait, dans le système. Première chose. Deuxième condition, c'est l'exhaustivité de la donnée collectée. Aujourd'hui, on a vu que le problème de capter de l'information, par exemple dans le DEI, c'est que l'information qui rentre, en fait, elle est essentiellement de la donnée clinique, mesurable, le poids, la tension, la saturation, les soins qui ont été prodigués, oui ou non, est-ce qu'ils n'ont pas été prodigués. Tout ça, c'est mesurable et codifiable. Et c'est bien pour ça qu'à l'intérieur des DEI, on a parfois un formulaire où on a les libellés et il suffit simplement de cocher pour dire si ça a été fait, pas fait, avec mettre les métriques, etc. Mais tout le monde sait que dans le médico-social et plus particulièrement sur le métier des soins, comme ici notre aide-soignante qui est chez Madame Martin, ce n'est pas que du clinique qui va être observé. Loin de là. C'est aussi, premièrement, la nutrition. Est-ce que Madame Martin, elle mange correctement? Est-ce qu'elle a bien mangé? Est-ce qu'elle s'hydrate? Est-ce qu'elle elle a des problèmes de déglutition? Deuxièmement, ça va être son environnement social. Est-ce qu'elle voit ses voisins? Comment ça se passe avec sa famille? Est-ce qu'elle est complètement isolée? Est-ce qu'il y a des gens qui l'aident?
Donc, c'est l'environnement social. Troisièmement, ça va être sa situation psychologique, émotionnelle, psychique. Hein. Comment elle se sent? Est-ce que c'est à l'intérieur d'elle-même? Comment elle formule ça? Est-ce qu'elle est prostrée? Est-ce qu'elle communique? Est-ce que voilà, donc sa situation émotionnelle et psychique et psychologique très importante. Quatrièmement, sa situation aussi financière. Les informations, est-ce qu'elle arrive à se nourrir correctement? Est-ce que ses revenus sont suffisants? Cette information aussi, notre aide-soignante, elle va y avoir accès. Et enfin, cinquièmement, on peut parler de sa motricité aussi. Comment elle se déplace? Est-ce que est-ce que ça a diminué? Est-ce que ça s'est aggravé? Est-ce qu'elle utilise toujours sa canne? Est-ce que ça fonctionne bien avec son déambulateur? Tout ça, ce sont des informations qui sont précieuses et qui ont, au-delà de juste prendre sa température, sa tension, sa saturation. Donc, au-delà de la partie clinique, ici, on a une donnée qui est importante, qui est riche, qui est holistique. Et tout ce gisement d'informations, il faut que ça rentre dans le système. Donc, deuxième condition, si on veut pouvoir collecter au-delà du clinique, il faut que le système soit capable d'enregistrer cette information et pas simplement les informations qui sont bien structurées et puis qui rentrent dans les cases. Et il faut que, pourquoi on a besoin de toute cette information? Parce qu'il va falloir que, grâce à cette information, on puisse par exemple comparer comment Madame Martin, elle a évolué sur une période donnée. Par exemple, au cours des 6 derniers mois, est-ce qu'elle se nourrit mieux? Est-ce que ça va mieux, sa situation psychique, psychologique? Est-ce que sa motricité a bougé? Et pas simplement, est-ce que sa tension a évolué? Ça va même plus loin. On peut avoir besoin aussi, l'organisation peut avoir besoin de comparer avec tous les usagers sur un certain protocole. Par exemple, on voudrait savoir si le nouveau protocole qu'on teste actuellement de soins auprès de notre population d'usagers, depuis 1 an et demi, comment il a évolué. Donc, toute cette information, elle ne peut être disponible que si elle a été saisie à un moment donné, si elle est rentrée dans le système. Si on ne rentre que des métriques pour mesurer la tension, la saturation et des métriques de poids, on ne peut pas avoir cette réflexion, cette information sur l'évolution. On est complètement aveugle sur le reste de la dimension et de la vie de Madame Martin. Donc, il est absolument indispensable d'avoir cette exhaustivité. Donc, c'est la deuxième condition, l'exhaustivité. Troisième condition, et ça, c'est un peu plus compliqué parce que les systèmes actuels ne sont pas capables de le gérer. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on ne pouvait pas stocker dans les systèmes d'information classiques, on ne pouvait pas stocker une information qui n'était pas déjà organisée, qu'on ne s'attendait pas à stocker. Plus clairement, par exemple, si on voulait stocker un nom, il fallait qu'il y ait une colonne nom quelque part pour mettre ça dedans, un peu comme dans un tableau Excel. Il faut que vos colonnes existent avant de remplir le tableau. Et les systèmes de base de données, et donc les systèmes d'information actuels, comme le DEI, on a déjà prévu toute la donnée qu'il nous faut. C'est pour ça que je disais tantôt dans une autre vidéo que ce sont des systèmes en fait qui ne collectent que ce qu'ils sont capables que ce qu'ils souhaitent collecter. Et donc en l'occurrence, ça pose un problème parce que si vous avez une quantité d'informations, mais que vous ne savez pas au moment où vous voulez collecter cette information de quoi vous aurez besoin demain, vous comprenez bien que si vous sélectionnez de l'information, il va vous manquer peut-être les éléments qui seront nécessaires demain pour faire une analyse. Et donc, si vous étiquetez à l'avance une information, c'est très pratique parce que dans le temps, si vous mettez par exemple le poids d'une personne, c'est très pratique de prendre les mesures de poids et de comparer son poids sur une durée. Mais comment on fait quand la donnée, par exemple, elle n'est pas étiquetable? Par exemple, si je reviens à Madame Martin, je note dans un bloc qu'elle entretient un peu de relation avec ses voisins, elle est plutôt isolée, qu'elle a une forte personnalité, qu'elle montre des signes d'agoraphobie. Dans quelle colonne ça va aller, cette information? Et si je la mets en vrac, je ne suis pas capable dans les systèmes actuels d'aller chercher cette information, surtout si je l'ai documentée plusieurs mois, plusieurs semaines d'affilée. Donc on voit ici qu'on a un problème. Et ce problème technique a fait en sorte qu'on ne s'est pas posé la question de savoir si cette information est utile. Et pourtant, elle est très utile sur le terrain. Lors des réunions pluridisciplinaires, l'information essentiellement qui est échangée, c'est une information holistique.
Chaque professionnel vient apporter son bout d'information par rapport au prisme d'observation pour avoir toute cette information holistique. Et souvent, le diagnostic est posé en croisant cette information, en l'enrichissant de ces différents points de vue pour avoir cette vision, cette vue globale sur le patient ou sur l'usager. Et donc, c'est absolument indispensable d'avoir toute cette information. Le problème de cette information, c'est qu'au moment où on la collecte, on peut la collecter en vrac, c'est-à-dire sans préjuger de comment on va avoir besoin de l'organiser, de la structurer pour pouvoir ensuite l'utiliser. Par contre, on aura besoin de retrouver cette information plus tard. Si on collecte en vrac, comme c'est le cas ici dans des blocs de remarques, on sait très bien que dans ces blocs, l'information qui rentre dedans va mourir. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que le temps va passer, personne n'ira lire tout le bloc de remarques pour aller chercher le petit bout d'information qui est important. Et les bases de données actuelles ne sont pas capables d'aller chercher dans ces blocs de mémoire juste l'information qu'il nous faut. Seulement, comme on s'est dit qu'on faisait cet exercice d'un point de vue conceptuel, en se donnant des baguettes magiques qui nous permettent de régler tous les problèmes, idéalement, on est bien d'accord qu'il faut que ce système soit capable de stocker la parole telle qu'elle arrive, en vrac, sans structure préalable, sans avoir besoin de remplir des cases, des colonnes qui existent déjà, et que le système ensuite soit capable de restituer cette information, non pas l'entièreté de l'information, mais uniquement l'information dont on a besoin. Si je reviens à Madame Martin, le fait que dans 6 ans, je puisse savoir qu'en 2026, en mai, elle montrait des signes d'agoraphobie élevés et que je puisse aller trouver cette information sans avoir besoin de chercher, mais en interrogeant le système pour qu'il aille me retrouver dans la quantité d'informations collectées sur Madame Martin, cette information précise à ce moment précis, ça, c'est une des capacités que le système doit faire. C'est pour ça que j'ai appelé cette condition 3, stocker en vrac et retrouver malin. C'est-à-dire qu'on livre l'information globalement, sans avoir besoin de la structurer, et le système est capable non seulement de mémoriser cette information et donc de la garder dans le temps, mais est capable ensuite d'aller nous ressortir uniquement ce dont on a besoin. Donc ça, c'est une condition qui est absolument indispensable parce que s'il faut faire un effort d'archéologie pour rentrer dans ces archives, pour aller chercher de l'information, ben en fait, le coût, la charge pour pouvoir avoir accès à cette information est trop importante et donc l'organisation ne le fera pas. Prochaine condition, quatrième condition, c'est l'accessibilité. L'accessibilité de l'information, ici. Donc, quand je parle de l'accessibilité du système, notre système, c'est un système d'information. Donc, en fait, ce à quoi on veut avoir accès, c'est l'information qu'il y a dans le système. L'aide-soignante, elle agit chez Madame Martin. Quand elle est devant la maison de Madame Martin, elle a besoin de savoir si hier ou avant-hier, Madame Martin avait bien pris tous ses repas. Elle n'est pas devant son ordinateur. Elle ne va pas rentrer dans un bureau et se connecter et rentrer dans son logiciel et mettre son mot de passe et ensuite aller lire dans toutes les transmissions qui ont été notées pour savoir si Madame Martin elle a bien mangé. On voit bien qu'elle ne peut pas faire ça sans mettre en péril le temps qui lui est consacré pour faire son soin. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que le système futur, il soit capable de réaliser cette condition numéro 4, c'est fournir l'information sur le terrain au professionnel qui a besoin de cette information pour agir. Aujourd'hui, pour obtenir une information sur une personne qu'elle va voir, on a dit il faut qu'elle aille dans son bureau, il faut qu'elle allume son poste, il faut qu'elle tape son mot de passe. Ou au mieux, si elle a son téléphone portable et qu'elle a un système qui est mobile, il faut qu'elle elle rentre quand même dans le système et qu'elle aille faire l'effort d'aller jusqu'à l'information qui est dans le système. Et nous, ce qu'on veut inverser, c'est qu'on veut que l'information, le système, emmène l'information jusqu'à notre aide-soignante. On ne veut pas que ce soit elle qui aille jusqu'à l'information, on veut que l'information aille jusqu'à elle au moment où elle en a besoin sur le terrain. Donc, comment on fait ça ? C'est une des conditions donc, que notre système devra avoir. Dans la voiture, en route, ou bien lors d'une réunion, d'un rendez-vous, ou avec un autre professionnel, à la porte d'un domicile au moment où elle s'apprête à sortir de son véhicule, au moment où elle a son matériel, elle est en train de préparer son matériel pour y aller, au pied du lit, au chevet avec le patient. Bref, il faut que l'information soit
accessible rapidement et que ce ne soit pas un effort, une friction d'aller trouver l'information quelque part et encore moins d'aller chercher l'information. Il faut que l'information, elle arrive à la personne qui en a besoin. Donc le système doit être capable de nous pousser l'information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la bonne personne au bon moment et pas simplement quand elle est devant un bureau. Ça, c'est la condition et le défi numéro 4. Et enfin, défi numéro 5, ce que j'ai appelé ni trop ni trop peu, c'est la distribution exacte. C'est un peu ce que je laissais transparaître tout à l'heure. Le système non seulement doit pousser de l'information, mais pas nous déverser une quantité phénoménale d'informations. Si je reviens sur les fameux DUI actuels, si vous mettez dans un bloc de remarques toutes les informations en vrac concernant Madame Martin, on ne veut pas que le système nous livre toute cette information et 4 pages. On veut uniquement savoir comment a évolué la situation de déglutition de Madame Martin ces 2 dernières semaines. On veut savoir si sa plaie a été traitée hier. On veut savoir si Madame Martin était de bonne humeur ces 2 derniers jours. Voilà l'information dont j'ai besoin. Et pour ça, je ne dois pas avoir besoin de lire des quantités, des kilomètres d'informations pour pouvoir savoir déduire cette information. Donc, le dernier défi, c'est le plus subtil, mais c'est aussi le plus intéressant pour aider le professionnel sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, quand il interroge son système d'information, on lui renvoie une masse de données qu'il faut ensuite qu'il trie lui-même pour pouvoir trouver ce dont il a besoin. Nous, ce qu'on veut, c'est que cette charge cognitive supplémentaire qui vient se rajouter à son métier et qui n'est pas son cœur de métier, on veut qu'il mobilise toutes ses ressources mentales, non pas pour faire du tri d'informations, mais pour travailler, pour accompagner, pour soigner. Donc, il faut que ça, ce soit géré par le système et non pas par le professionnel. Un vrai logiciel métier, selon nous, c'est un logiciel métier qui serait capable de nous donner exactement la bonne information au bon moment, et dans la bonne quantité, ni trop, ni trop peu. Pas une avalanche d'informations qu'il va falloir trier, reformuler, en fait, aller chercher. C'est une distribution donc exacte. Et c'est ça qui va transformer ce système d'information en un vrai système d'information opérationnel qui va lui donner exactement les qualités qu'il faut pour venir aider, accompagner et améliorer la pratique et les personnes qui s'occupent et accompagnent les usagers. Donc, ça fait quand même 5 défis, 5 conditions, vous voyez, et ces 5 conditions et ces 5 défis, ils peuvent paraître comme ça inatteignables. Une question, quel système répond et peut répondre à ces 5 défis aujourd'hui? Donc, ces 5 conditions, est-ce qu'il existe un système pour répondre à ça? En fait, oui, il en existe un, et nous l'avons baptisé ESIO. ESIO pour non pas un logiciel, mais un écosystème. Parce qu'en réalité, un seul logiciel ne peut pas adresser toutes ces fonctionnalités en même temps. Donc, qualité, exhaustivité, stockage, accessibilité, distribution exacte, un seul logiciel ne peut pas faire tout ça. Et c'est pour ça qu'au lieu d'utiliser un seul logiciel pour le faire, on va utiliser plusieurs logiciels. Chaque logiciel, il faut imaginer que c'est comme un écosystème avec chaque logiciel a une spécialité et va fournir à l'ensemble du système délivrer à l'ensemble du système une des fonctionnalités dont il a la charge. Et cela pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est beaucoup plus pertinent d'avoir différents petits systèmes qui sont spécialisés et donc sont capables de faire très bien ce qu'ils font et de fournir cette information-là. La deuxième raison, c'est parce qu'un système monolithique, si c'était qu'un seul système, il ne pourrait pas être résilient, il ne tiendrait pas lors de l'évolution soit de notre pratique, soit de la technologie. Imaginez par exemple qu'on a un éditeur qui nous fait un logiciel qui fait tout ce qu'on vient de décrire. Si jamais on change d'éditeur, on fait comment? Si jamais il y a un plantage sur une des fonctionnalités, il faut faire quoi? Il faut casser tout le logiciel et refaire l'entièreté de l'ouvrage.
Alors que si vous avez un système modulaire, vous avez un module qui casse, il suffit de réparer ce module, ça ne met pas en péril l'ensemble de l'écosystème. Les autres modules continuent de fonctionner et de proposer de façon autonome à leur livrable. Imaginons aussi l'évolution technologique. Ce système, demain, l'intelligence artificielle évoluera. Elle évolue déjà à une vitesse incroyable. Quasiment toutes les semaines, maintenant, on a des nouveautés. Et donc, qu'est-ce qui se passe si vous construisez un monobloc, un monolithe et que technologique et que demain, il y a une nouvelle IA qui sort et qui fait mieux? Ben, vous êtes obligé de remplacer, de reconstruire à zéro. Non, ça ne serait pas pertinent. Donc, quand bien même on aurait un logiciel qui serait capable de tout faire, ce n'est pas judicieux de le voir comme ça. Il faut faire, comme on dit en ingénierie des systèmes d'information, il faut avoir un découplage fort, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'il y ait plusieurs modules qui travaillent ensemble, un peu comme on fait dans la nature. Chaque microsystème va avoir sa spécialité et va fournir à l'ensemble du système ses livrables et va avoir des transactions avec et des relations dans les différents systèmes. Donc, on veut qu'il y ait une interdépendance, mais on veut pas qu'il y ait, on ne veut pas que ce soit monobloc, que ce soit donc fragile. On veut un système donc résilient. Et donc, c'est pour ça qu'on appelait, nous, ça ESIO, c'est-à-dire écosystème, et non pas système d'information, mais écosystème d'information. Et le O, c'est pour opérationnel, parce qu'une fois de plus, ici, il ne s'agit pas de faire un dossier usager informatisé, ni de remplacer le DUI. Il s'agit de bâtir autour du DUI un écosystème qui va englober et travailler avec le DUI, mais pour fournir la partie opérationnelle, c'est-à-dire ce fameux logiciel métier qui manque. Donc, c'est l'objectif qu'on s'est fixé ici à la SRC et plus particulièrement sur ce service de soins infirmiers à domicile. Et c'est mon rôle et ma fonction de bâtir ce système. Et ce que vous voyez et que vous allez voir dans les vidéos qui vont suivre, dans les épisodes suivants, c'est la description de ce système et l'évolution de ce système, documenté jour après jour, toute la réflexion, en tout cas les éléments qui sont importants et aussi le résultat que l'on va obtenir. Parce qu'on a une ambition qui est la suivante, c'est de doter notre SMS d'une vraie mémoire organisationnelle et d'un vrai logiciel métier qui vient compléter le DUI Ségur dont on s'est doté. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et dans la vidéo suivante, l'épisode suivant, évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer un peu plus concrètement ce qu'est ESIO. À bientôt donc pour la prochaine vidéo.